Malik Hadouk est avec nous, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir. Vincent Juvin nous accompagne également, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Nicolas Brault à nos côtés également. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. Mettons la microéconomie, les résultats et les publications d'entreprise à l'honneur avec vous, Nicolas. Bon, c'est vrai qu'on est à mi-parcours. Il y a, je crois, quasiment une vingtaine de sociétés du CAC qui publient leur activité trimestrielle cette semaine. Quels sont les premiers enseignements là, de ces quelques jours, quelques semaines de publication de résultats trimestriels aux États-Unis, en Europe? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux aujourd'hui, Nicolas? Alors, en résumant, des grosses différences quand même entre les États-Unis et l'Europe, premier point. Ça explique les performances boursières, en bonne partie. S'agissant de l'Europe, en fait, on a eu des indications avant la période de publication. C'est ça qui a été la marque de cette saison, c'est qu'avant la saison, il y a eu quand même un rythme assez fourni d'avertissements sur résultats. Dont les raisons se confirment au gré des annonces officielles. Et ça a un peu changé de physionomie, je trouve, par rapport au discours, en tout cas par rapport au discours, c'est clair, du premier semestre. C'est vraiment du côté de la demande qu'on constate une faiblesse. Alors que au premier semestre, c'était le contexte macro, la baisse des taux qui arrive, des effets pricing power. Tout ça a quand même changé assez singulièrement. Il y a une faiblesse de débouchés, de marchés finaux. Il y a une faiblesse du consommateur. Ça, c'est un peu des deux côtés de l'Atlantique, mais avec des nuances quand même assez marquées en défaveur de l'Europe. Il y a une faiblesse de la Chine. Il y a moins de sujets financiers. Il y a moins de sujets, ils n'ont pas disparu, mais le temps est aussi passé de problématiques liées au stock. Ça reste un sujet, mais qui est quand même beaucoup plus sous contrôle. Donc on revient au sujet principal, qui est que la demande est faible. Il y a le sujet des prix aussi, du pricing. On en a quand même fait beaucoup sur le thème du pricing power quand il y avait de l'inflation. On voit bien quand même dans beaucoup de secteurs, notamment liés à la consommation, des choses que moi j'apprécie a priori, que ça a détruit de la demande en volume. Et le temps est venu d'être à minima plus raisonnable, voire de savoir faire machine arrière. Nous n'y sommes pas, mais on voit un certain nombre de groupes qui commencent à avoir des volumes qui repartent et d'autres qui sont encore à subir en fait leur soi-disant discipline de prix. Ouais. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a beaucoup de polarisation. On l'avait dans la hausse. Franchement, quand l'économie était en réaccélération post-guerre en Ukraine, inflation et hausse des taux, il y avait déjà une polarisation intra-secteur qui était très grande. On a maintenant des acteurs de qualité qui baissent, mais avec toujours un écart qui est assez sensible. Ouais. Mais il ne se creuse plus, je trouve, dans un contexte économique plus challenging, plus périlleux. Ouais. Voilà. Après, je notais sur la polarisation là, quelques exemples. Alors, sur le plan des parcours boursiers, mais ça reflète le plan des parcours opérationnels. C'est Publicis le gagnant versus WPP, c'est Adidas qui a réussi sa recovery sur retournement versus Nike qui se retrouve aujourd'hui en difficulté, c'est Nvidia peut-être versus ASML en Europe. Des positionnements un peu différents à chaque fois, j'entends. Ou AMD aux États-Unis. Ou AMD aux États-Unis, Hermès versus Kering, Unilever qui publie aujourd'hui, je crois que c'est très bon, versus Nestlé qui publiait il y a quelques jours la semaine dernière où le marché est en plein doute sur l'equity story de Nestlé, etc., etc. Chaque fois, c'est des mastodontes du secteur qui se retrouvent quand même écartelés, quoi. Oui. Alors, par rapport à ce phénomène qui est à l'œuvre depuis de nombreux trimestres, j'ai une tentation forte d'avoir une approche différenciée, puisque évidemment on va mettre le mot sélectivité comme maître mot, mais dans un certain nombre de cas, d'aller chercher peut-être pas le loser, mais en tout cas celui dont la valorisation s'est ajustée. Car ce qui est nouveau, me semble-t-il, dans pas mal de secteurs, c'est la donnée du prix. Oui.
Quand tout va bien, on est très content d'avoir des sociétés dont la croissance interne est supérieure à 10%, mais la valorisation le reflète. Évidemment, quand on devient comme certains... des mastodontes français ex-growth, il n'y a plus de croissance. On parle d'LVMH, oui, d'accord. Alors, non, mais là, on entend, oui, mais alors, comme toujours... Ça se paye plus 30 fois, LVMH, ça y est. Non, la valorisation s'est ajustée. Ouais. Elle n'est pas incroyablement attractive. Hein. On n'est pas après la grande récession 2008-2009 ou le Covid. Mais il y a un ajustement singulier. Et donc cet effet prix de l'action, du titre, crée des opportunités. Et dans les noms que vous avez cités, je viens d'en citer un, mais ASML pourrait en être un. Alors, Publicis WPP, quand on regarde les réalisations, il n'y a pas photo. Ah bah non. Mais l'écart de performance, à défaut d'être un écart de valorisation instantané, est tel qu'il peut y avoir des effets un peu de rattrapage. Donc, je suis en train de vous dire une chose que je n'imaginais pas au premier semestre. J'avais envie d'être prudent, à tort ou à raison. Il y avait un certain nombre d'hypothèses macro et microéconomiques qui ne résistaient pas à un changement un peu de climat. Et là, je trouve qu'il y a le facteur du prix. Il y a des acteurs de grande qualité qu'on a parfois rêvé d'avoir qui sont à des niveaux attractifs. Mais évidemment, le narratif est mauvais. Et c'est le moment, en fonction de son horizon, comme toujours, ça ne peut pas être un call court terme, mais de prendre position et faire un peu le contre-pied. D'accord. A contrario, puisque vous avez cité le luxe et puis qu'en général vous aimez bien m'interroger là-dessus, je ne ferai pas du tout le pari de faire Kering plutôt qu'Hermès. Parce que ça baisse plus, Kering. C'est la première fois que les mauvaises nouvelles font plus baisser le cours de bourse. L'autre point important, vraiment important, qui est un constat d'avant période de publication et pendant cette période, c'est que le marché sait déjà beaucoup de choses. Le marché, dans beaucoup de cas individuels, attendait des mauvaises nouvelles et n'a pas été déçu. Non. Parfois même un peu au-delà, mais ne baisse pas. Ça n'est pas que parce que les shorts se rachètent. Il y a un moment donné où le marché émet un signal qui est que si, dès lors qu'on a l'impression qu'on est en train de faire un extrême en matière de dynamique négative ou de mauvaises nouvelles, si ça ne peut pas être pire, ça peut être potentiellement l'amorce d'une amélioration et d'un point d'inflexion. C'est ce sujet-là qui me semble le plus important dans cette saison de publication du troisième trimestre. Elle est plus intéressante de ce point de vue-là que la saison de juillet. J'entends. Mais il ne faut pas abandonner le facteur qualité quand même, vous dites. Enfin, ça, c'est un prisme que vous avez. Chacun reste avec son style, sa façon de faire, sa capacité à résister à des erreurs d'appréciation, d'analyse. Mais on est dans un monde quand même qui est et qui va rester challenging, incertitude, manque de visibilité. Enfin, ça, on peut le dire tout le temps. Donc, on a envie d'être avec des capitaines de navires qui savent aller dans tous les temps. C'était vrai aussi quand ça allait très bien. Et de ce point de vue-là, il y a quand même, quand on prend un certain nombre de secteurs, Nestlé qui vire son président, ça arrive qu'une fois dans notre carrière. C'est pas notre carrière qui compte, en l'occurrence. C'est la conduite de cette maison. Il y a des cultures d'entreprise qui sont secouées chez certains acteurs, et puis il y en a qui souffrent. Mais enfin, ils sont à la manœuvre, et s'il faut mettre le SPI, ils sauront remettre le SPI ou se mettre au port. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il faut être manœuvrable partout. Et donc, c'est là où c'est à chacun de faire son choix des titres qu'on aime bien, de la gouvernance qu'on aime bien, des bilans qu'on aime bien, la capacité à innover. Et puis, la macro, parfois on dit que c'est fantastique, parfois on dit que ça ne va pas, et que la Chine est une catastrophe sans nom, qui est un gros mot à éviter à tout prix. C'est un peu caricatural. Tiens, parlons de la Chine avec vous, Malik. Non, mais si, parce que c'est intéressant aussi, j'imagine, même quand on est un peu plutôt dans la partie globale macro, Malik Hadouk, mais c'est intéressant, j'imagine, d'avoir un peu la couleur qui remonte des entreprises sur ce facteur chinois. Alors, certes, c'est des résultats et des publications qui regardent sur le troisième trimestre.
les annonces en Chine commencent à partir du 24 septembre. Et je crois que même un groupe comme LVMH ne veut pas s'avancer en disant il y a un point bas aujourd'hui, même après la Golden Week, on ne sait pas. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui a changé dans le narratif autour de la Chine. Non, mais ce qui est intéressant au sujet de la Chine, tout le monde ne pensait pas à une réaction du gouvernement. Personne ne pensait que le gouvernement allait réagir. Mais le gouvernement, il a un objectif. Il a un objectif de croissance qui est affiché depuis longtemps, qui est de 5%. Il est conscient des difficultés de l'économie qui portent notamment sur la demande interne, c'est ce qui a été mentionné. Et on le voit dans les résultats des sociétés européennes qui sont très exposées à la Chine. Mais là, pour la première fois, l'éclair est venu dans le sens qu'ils font face, avec les mesures qu'ils ont prises, ils mettent de l'argent dans la poche des Chinois. C'est la première fois qu'ils le font, directement. Et ça, c'est un révélateur qu'ils ont pris conscience que c'était la demande qui faisait défaut. Oui. C'est un vrai pivot de ce point de vue-là par rapport au plan de relance précédent qui était plus tourné vers la production, comme à chaque fois. Vers la production, comme chaque fois. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps et ils l'ont fait. Il y a d'autres mesures peut-être qui arriveront. Mais je pense que c'est un élément important. Le marché a réagi très fortement, comme d'habitude, en amplifiant bien sûr ces mesures d'annonce. Mais je pense que c'est un moment important pour la Chine et on verra dans les semaines à venir qu'il y a déjà des petits éléments qui montrent que il y a des petits effets qui commencent à... Beaucoup de doutes encore, Malik. À commencer par le marché. Je veux dire, il y a eu un emballement à la mesure de le marché, c'est ce que disait monsieur, c'est qu'il en attend encore plus. Donc, quand il s'attend à une annonce et qu'elle n'arrive pas, il décroche. Mais je pense que les mesures sont là, elles sont pérennes et le gouvernement va poursuivre sur ce chemin d'essayer de relancer effectivement la demande. Après les attentes qu'ils ont créées depuis le 24 septembre, un pouvoir central comme Pékin ne peut pas se permettre de décevoir sur 100% des attentes qui ont été créées. Non, et puis il y a un élément important, c'est la première fois. Bon, après, d'autres personnes pourraient le critiquer, mais pour eux, ils ne veulent plus voir le marché des actions baisser. Parce qu'il y a un effet richesse qui a été détruit par l'immobilier, déjà. Oui. Donc, pour redonner confiance aux consommateurs, ils lui ont dit maintenant, tu vas te repositionner sur le marché et on va t'aider. Emprunte de l'argent pour acheter des actions, quoi. Emprunte de l'argent pour acheter des actions. Et je pense que ça, c'est un élément. Je ne suis pas pour, parce que c'est un marché dirigé à ce moment-là. Mais c'est un des éléments qui est mis en place pour essayer de limiter la Donc le plancher est solide. Ça, c'est déjà pour vous une certitude. Oui. Quoi. D'accord. Oui, le plancher est solide. Est-ce que ça peut avoir des effets, parce qu'on a parlé du luxe, on pourrait parler de l'automobile, etc. Est-ce qu'on va jusqu'à imaginer que, alors maintenant on appelle ça les Chinomics, les Abenomics, Trumponomics, enfin bon bref, chacun a sa doctrine économique, maintenant Chinomics. Est-ce que les Chinomics, par effet direct ou indirect, se retrouvent dans les comptes les bilans et les comptes de résultats d'entreprises européennes exposées à la Chine aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Après, il y a un élément qu'il faut intégrer aussi, c'est l'élection présidentielle américaine, qui pourrait produire des contre-effets pour la politique chinoise. Parce que si Trump est élu, il a clairement indiqué qu'il allait augmenter les tarifs de 60% sur les exportations chinoises. Alors, quelle sera la réaction? Moi, j'ai une certitude, c'est que si Harris passe, le marché chinois va s'envoler. Harris, c'est haussier Chine. Oui, parce que c'est moins belliqueux envers la Chine. Il y aura des hausses de tarifs aussi, mais il y aura un dialogue peut-être qui s'installera. Ouais. Contrairement à Trump, qui est beaucoup plus direct sur la politique qu'il compte mener. Restons un peu sur le facteur chinois. Vincent, qu'est-ce que vous en dites chez JP Morgan AM de ce signal envoyé par la Chine? Ces signaux, il y a une réaction de marché très forte, un peu de déception derrière sur le marché. Il y a la question du signal macro. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan macro qui est à attendre d'une Chine qui, je sais pas, arrêterait d'exporter de la déflation, tiendrait des objectifs de croissance un peu plus stabilisés, etc. Est-ce que ça se retrouve dans la toile de fond macro des prochains mois et des prochains trimestres? Alors, je ne cacherai pas que la situation fait débat chez nous également au sein de l'équipe, qu'il n'y a pas un consensus très fort pour dire qu'on voit la situation en Chine s'améliorer. Néanmoins, je vais répondre à votre question. À titre personnel, je pense qu'il y a objectivement, je rejoins Malik à certains égards, je pense que ça peut difficilement aller plus mal, ce qui est déjà quelque chose. Donc, je pense qu'il y a vraiment des tentatives nombreuses, infructueuses jusqu'ici, que ça aille mieux. Je pense qu'ils n'ont pas le choix que ça aille un peu mieux. Donc,
j'ai envie de croire, en tout cas dans le fait qu'on ait sans doute touché le fond économiquement et que globalement, dans les prochains mois, on ait des mesures qui commencent, si et là, à porter leurs fruits. Et par contre, indépendamment de la politique américaine. Moi, je pense qu'Harris ou Trump, les deux sont pas très bons pour la Chine. Je vois pas d'amélioration significative avec l'un ou avec l'autre, mais je pense que l'amélioration, elle devra venir de Chine d'elle-même. La confiance des consommateurs, quand on voit les graphiques, ça se passe de commentaires. C'est comme le cours, finalement, ensemble de valeurs que vous évoquiez, je peux pas le citer. Mais enfin, on est au plancher. Donc, il faut susciter la confiance localement. Et le marché boursier chinois, il montera, parce que les Chinois eux-mêmes l'achètent. Les Occidentaux, ils reviendront en janvier 2026. Les plus aventureux, peut-être Malik, reviendront en 2025. Moi, je ne sens pas dans la communauté des investisseurs une volonté de revenir rapidement sur la Chine. Donc, soit il fallait y aller très rapidement, soit peut-être que si on est plus dans une logique stratégique, il faut peut-être attendre d'y voir un peu plus clair. Oui. Voilà, mais je peux bien imaginer qu'il y ait des mesures en effet incitantes pour inciter les ménages chinois à soutenir la bourse quelque part et partant à soutenir quelque part un petit peu leur pouvoir d'achat, leur effet richesse, même si ça représente une relativement faible part du patrimoine des ménages, c'est à peu près 5% les marchés d'actions un peu dans l'ensemble, mais j'ai envie d'acheter l'idée que le marché chinois est quand même particulièrement attractivement valorisé aujourd'hui, et certes il est moins attractif qu'il y a deux ans à l'issue de la première vague Covid, il est quand même pricé pour le pire, il est plus attractif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans, or on a des valeurs qui sont souvent à des plus bas historiques. On en parlera peut-être plus tard dans notre débat, sur plein de domaines. La Chine, c'est quand même devenu un leader technologique, que ce soit dans les climate tech, que ce soit dans la télécom, que ce soit demain dans l'intelligence artificielle, dans l'exploration spatiale. C'est vrai qu'en Occident et en Europe particulièrement, on a tendance à l'oublier parce que les liens se sont distendus depuis la deuxième vague de Covid, notamment la présence occidentale, nos entreprises, les gens. La Chine est devenue est passée un peu au second plan. Parler à des expats aujourd'hui, ils ne rêvent plus de Chine, ils rêvent de plein d'autres endroits, mais plus de Chine. Et on est à Paris ici dans un bon endroit pour le mesurer. Depuis la seconde vague de Covid, on n'a pas revu les masses de touristes chinois revenir. Donc c'est vrai que ces liens sont distendus. Par contre, la Chine tisse de nouveaux liens. La Russie, c'est une évidence. Afrique, Moyen-Orient, BRIC, sommet des BRIC qui se tiennent actuellement. Donc c'est vrai qu'en Occident, il y a quelque chose qu'on n'observe plus aujourd'hui, mais dans quand même ce développement qui persiste qu'il soit néanmoins. Leader ou qu'il soit wannabe leader sur des secteurs stratégiques que vous avez cités, ça peut suffire à ramener des investisseurs occidentaux sur ces méga-tendances chinoises, sur des valeurs chinoises portées par ces méga-tendances. Vous l'avez dit, ça devient politique aujourd'hui l'investissement. De ce point de vue-là. Avec FRTA, parce que beaucoup sont brûlés certainement, et nous avions des recommandations très positives sur la Chine il y a quelques années aussi, donc il nous a fallu également réajuster cela. On est en train d'en discuter en interne, mais ça fait en tout cas partie, moi je pense, des idées d'investissement pour 2025 qui méritent d'être défendues. Ça se propose en tout cas, ça se propose aux clients. Il y a quelque chose qui... Voilà. Et les tarifs, c'est vrai qu'on agite ça un peu comme un peu un épouvantail à l'heure actuelle, et potentiellement Trump les républicains pourraient en déployer. On a, début de ce mois, en Europe, implémenté 45% de droits de douane sur les automobiles chinoises. Et malgré ça, elle reste quand même meilleur marché par rapport aux autres en Europe. Et malgré ça, il n'y a pas de souci de marge pour ces entreprises. Non, ils ont du stock à écouler aussi. Donc, voilà, il ne faut pas se laisser effrayer par cette perspective. Il y a quelque chose qui, à mon avis, pourrait se passer en 2025 qui est intéressant. Ce qui est important juste à signaler, ce qui a été mentionné, c'est que les produits chinois sont montés en qualité aussi depuis quelques années. C'est plus, donc la compétition, aujourd'hui, elle devient plus importante. Tous ceux qui sont allés au Mondial de l'Auto, je crois, ont pu le constater de leurs yeux, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait. Non, mais des gens qui ne le croient pas. Qui ne le croient toujours pas. Qui ne le croient pas toujours. Les automobiles chinois sont une génération en avance par rapport aux européennes, ça c'est à tout niveau. Même par rapport à Tesla ? Vincent ? Peut-être pas par rapport à Tesla. Ah non, mais parce que Tesla, c'est l'envolée du jour. Non, mais c'est certain. C'est dans ce secteur automobile. Alors, il y a Renault, effectivement, sur une histoire spécifique autour de la stratégie de Luca De Meo, etc. Et puis, il y a quand même aussi... alors, GM a très bien publié aussi aux États-Unis, mais Tesla... C'est vrai que je me prononce évidemment pas sur des valeurs individuelles, mais le cas d'espèce que vous venez de citer est en effet une des valeurs qui se tire relativement bien son épingle du jeu dans un marché automobile qui est difficile. Et on le voit dans les résultats des constructeurs européens, c'est aujourd'hui... Et la Chine, ça peut être un moteur pour Tesla encore ? Et la Chine, ça peut être un moteur pour Tesla. En tout cas, il y a une croissance des véhicules électriques en Chine. Je pense que Tesla a été malin de continuer à y produire, d'essayer de chercher le partenariat. Encore une fois,
je dépasse mon champ de compétences, je ne m'exprime pas sur la valeur, mais la Chine est en tout cas un marché porteur pour l'automobile, ce que n'est pas l'Europe actuellement, où le nombre d'immatriculations en 2023 est en baisse de 20-25% par rapport à la moyenne pré-Covid. Même si les véhicules électriques baissent moins que l'ensemble du marché. Donc voilà, on a un marché mondial qui est stable et un marché chinois qui est en croissance et un marché européen qui est en contraction. Donc j'ai envie de dire, pour tous les constructeurs qui peuvent capitaliser sur la tendance de l'électrique en Chine, c'est évidemment un marché qu'il faut pouvoir aborder. Maintenant, face à 200 marques chinoises, quoi. Face à 200 marques chinoises. Donc l'innovation est la clé du succès. Et bon, en l'occurrence, chez certains, il faut exister parmi 200 marques chinoises aujourd'hui sur le marché chinois. C'est une évidence. Tesla peut encore exister peut-être face à 200 marques chinoises sur le marché chinois. Nicolas. Oui, quelques compléments. Tout ça nous dit que, de nouveau, le facteur chinois doit occuper une partie importante de nos investigations, qu'elles soient macro-micro. C'est de nouveau une priorité. C'est un sujet pour l'année qui vient. Deuxième observation. Avec un biais particulier aujourd'hui ou Oui, un biais avoir le bon. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut être clair. La lecture. Il ne faut pas être caricatural, comme vous disiez. De toutes les notes, de tous les papiers du FT ou d'ailleurs jusqu'au 22 septembre, c'était ininvestissable, on ne peut même pas en parler, Xi Jinping se fiche complètement de la reprise économique. Enfin, on était dans la caricature. Personne n'a vu venir, vous l'avez dit parfaitement tout à l'heure, le plan de relance je sais pas quoi, du 25 septembre, puis ces petites suites, il y en aura sûrement d'autres. Et là, le marché a monté en 4 jours et demi, donc personne ne l'a attrapé, ce mouvement, mais il y a le marché chinois, qui est déjà un call en soi. Et puis après, souvenez-vous, peut-être pas vous, Grégoire, dans les années 80-90, il y avait une façon de jouer la Chine en achetant les Coca-Cola de ce monde qui allaient à la conquête du marché intérieur chinois. Tiens, c'est marrant, ça c'est un truc qui n'a pas disparu. Eh bien, il y a en Europe, aux États-Unis, des acteurs qui sont connectés au marché chinois et à la problématique, mais avec un coût du capital occidental, avec une gouvernance occidentale, avec une lisibilité sur les comptes. Alors, ce n'est pas des pure play, mais donc il y a différentes... Et ces titres-là, ils ont absolument tous reperdu ce qu'ils avaient gagné dans la petite fusée. Oui, mais c'est ma question. Alors, les marques chinoises sont là. Face à Starbucks, il y a le King Coffee. Face à des marques de beauty, L'Oréal, je crois qu'on en avait parlé avec vous, il y a des marques chinoises aujourd'hui. L'automobile, on vient d'en parler. À chaque fois, vous avez des marques chinoises aujourd'hui qui sont peut-être privilégiées par le consommateur chinois. Les conclusions macroéconomiques qu'on peut en tirer sont évidemment plus faibles que par le passé. Si la Chine repart en 2025, ça profitera, d'accord. Relativement moins que par le passé. L'autre sujet que vous avez posé tout à l'heure, est-ce que ça se voit dans les comptes? Attendez, c'est d'avant-hier. Oui, et donc vite. Ce que disent LVMH, Hermès, Kering, machin, L'Oréal, Bayersdorf, Estée Lauder et les autres, raisonnablement avant le deuxième trimestre de l'année prochaine, faut pas attendre grand-chose. C'est ça. Donc tout le monde va avoir les yeux rivés sur 11/11 dans quelques jours, sur Chinese New Year, mais il y a des comparables qui sont assez élevés. Donc si on veut être raisonnable, 3 secondes, on essaye, pas dans l'émotion. Disons que c'est dans 6 mois qu'on le verra. Donc on est forcément dans une période où on choisit un peu son camp. Et je souscris au camp que vous avez développé tout à l'heure. S'ils sont un peu sérieux, les Chinois, faut prendre ces gens-là au sérieux. Pas parce qu'ils copient bien, ils copient même à l'exception, mais dépassent l'élève. Dans tous les secteurs, ça déroule depuis des décennies. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont animés de moteurs très puissants qui parfois ont disparu de chez nous. L'apprentissage insatiable, travailler, la compétition, la culture de la compétition, la culture de la réussite et de l'argent, et peut-être une fierté. Donc, franchement, de ne pas leur donner crédit de temps en temps... Non, mais on a parlé d'un whatever it takes moment. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu... trop sur non, mais ce côté, pas se mettre en face de la volonté chinoise de faire ce qu'elle dit, quoi. Voilà. Il y a un moment donné... On a tous l'expérience japonaise, etc. Donc il y a des contrebalanciers. Mais oui. Bon, mais très bien. Donc ça, c'est nouveau quand même dans le paysage 2025 des marchés. Ce qui va être nouveau aussi, c'est ce qui va se passer le 5 novembre. Non, mais il faut en dire un mot. Est-ce que...
Non, mais ce qui va passer d'un moment, c'est assez clair. Si c'est Trump qui passe, les marchés américains vont continuer à monter, et les marchés hors États-Unis. Les marchés actions ? Oui. D'accord. Et les marchés Trump, c'est aussi actions. C'est aussi actions, mais c'est baisse des impôts. Donc, c'est baisse des impôts, protectionnisme, donc on privilégie l'industrie locale. C'est progression des actions US et baisse de tous les autres marchés actions. D'accord. Donc c'est US contre le reste du monde, mais en faveur des US. C'est ce qui s'est passé en 2016. Ok. Bon, il y avait l'effet de surprise, parce que là, on ne s'attendait pas à ce que Trump gagne. Mais bon, aujourd'hui, c'est les mêmes mesures qui sont attendues. C'est inflationniste, c'est baisse des impôts, c'est privilégier l'Amérique. Et si c'est au niveau des taux... Oui, j'allais dire, est-ce que l'aspect inflationniste de Trump en 2024 est encore aussi bon que le reflation trade qu'il a amené en 2016, où on sortait d'une période où quand même plus personne avait envie de revivre la stagnation séculaire, etc. Est-ce que là, c'est pas la goutte d'eau inflationniste qui peut quand même faire déraper les marchés obligataires, les taux et par effet indirect les marchés actions quand même ? C'est le risque principal d'une nouvelle politique Trump. C'est ce risque inflationniste avec la mise en place de tarifs importants. Mais je pense que c'est passager, ce sera une réaction passagère et les choses devraient se calmer. Bon, c'est un facteur politique aujourd'hui, les sondages qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on est plutôt à 50-50. Non, mais ce que je vois, c'est par exemple sur la séance d'hier, par exemple... le marché, lui, a pris position... Pour Trump, les Trump trades sont là. Ouais. Mais depuis le 18 septembre, la baisse de taux de la Fed, le 10 ans américain reprend quand même 50-60 points de base. Jusqu'à hier, ça n'affectait pas le marché. C'est-à-dire le S&P a repris 4% sur la période, le Nasdaq a dû très bien se comporter également. Quand le taux américain 10 ans commence à flirter avec les 4,25, et on a vu 4,25, 4,50, c'est la zone de la mort, quoi. C'est-à-dire que là, on est à des niveaux où l'oxygène est un peu plus rare, et on voit tout de suite le marché action qui... Alors, deux explications. Sur la hausse des taux nominaux, je pense qu'elle est allée trop rapidement. La première explication, elle est plutôt positive pour le marché action, c'est que l'économie est résiliente. Donc les perspectives de bénéfices... Bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. Okay. On n'a pas à s'inquiéter. Oui. Donc, croissance nominale, tout va bien. Voilà. La deuxième explication, c'est celle que vous mentionnez, c'est celle de Trump. Donc c'est le trade inflationniste. Ouais. Mais je pense qu'on est allé trop loin là aussi. D'accord. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, les Trump, taux... ça ne met pas les 10 ans à 5%. Je ne vois pas personnellement les 10 ans à 5%, sauf s'il y avait une rhétorique vraiment guerrière au niveau commercial. Et je ne pense pas aussi que la dialectique autour de la hausse de la dette américaine soit l'élément qui a enclenché aussi cette hausse des taux. On est sur du court terme, la hausse de la dette américaine, c'est plutôt une vision plus long-termiste qui pourrait affecter les marchés, parce qu'il y a effectivement un problème d'explosion de la dette, de soutenabilité de la dette américaine. Ouais. Avec quand même le poste de remboursement des intérêts de la dette américaine qui est en train de dépasser le budget de la défense. Hein. Il a déjà dépassé le budget de la défense en France, donc... Ah oui, non mais... Mais je pense qu'il y a quand même aussi des garde-fous automatiques. Hein. À 5%, moi j'achète de la dette américaine jour et nuit. Hein. Donc, c'est ce qu'il fallait faire en septembre-octobre dernier. Oui, c'est exact. Mais dans quelle mesure Trump peut être un game changer fort aussi pour la logique et la dynamique de marché qu'on observe ? Oui, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité à ce stade pour anticiper les dégâts ou les opportunités potentielles. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, il y a peu de chances que le prochain président puisse faire intégralement ce qu'il veut ou ce qu'il a dans son programme actuellement. A priori, quand on voit les sondages, c'est plutôt un Sénat républicain, une Chambre des représentants démocrate. Et si on devait avoir des républicains à tous les étages, on sent que dans le backbench de Trump, c'est quand même pas tout le monde n'est pas à soutenir ses idées. Donc il y a quand même beaucoup qui sont un peu sceptiques, les 60% de tarifs, les déportations de migrants et ainsi de suite. Beaucoup d'annonces et autres. Il faudra voir dans la réalité ce qui sera réellement. Moi, j'entends quand même aussi une équipe resserrée autour de lui qui dit cette fois on est prêt. Et Trump le dit. Les gens, ils seront loyaux cette fois. C'est pas John Kelly, le chief of staff, qui donne une interview 2 semaines avant pour dire non, mais cet homme que j'ai servi pendant un mandat est un fou furieux, etc. Il y aura plus ces gens-là. Les gens qui étaient vus comme des adultes dans la pièce autour de Trump. Hein. Il y avait son secrétaire au Trésor, etc. aussi, Mnuchin, etc. Ces gens-là. Visiblement, ils n'existent plus dans l'entourage de Trump aujourd'hui. Hein. À suivre. Encore une fois, voilà, je pense qu'il est trop tôt pour tirer déjà des conclusions sur ce point. Et je pense qu'il y aura quand même des compromis à réaliser. Et sur les aspects un peu plus, les plus caricaturaux, en tout cas des éléments programmatiques qui sont discutés actuellement,
D'accord. Donc il y a toujours Trump et la caricature qu'il renvoie de lui-même. Personne de mettre les États-Unis, le dollar et la réserve fédérale. Pas dans l'intérêt de Trump en tout cas, ça c'est sûr. Oui, donc, ça c'est sûr. Et quelque part, il hérite d'une économie qui finalement a un bon mouvement d'inertie actuellement. On peut en discuter. On en que les PMI aujourd'hui, on montre qu'il y a une économie qui tourne à plein rendement aujourd'hui, indépendamment de la Maison Blanche et de Washington. On a, il a quelque chose qui marche et je veux dire sans en faire trop, qui pourrait continuer à fonctionner. On a une monde de l'entreprise qui fonctionne. C'est un peu comme en Europe. Ne surestimons pas non plus Washington et la Maison-Blanche, comme on peut parfois surestimer le de Bruxelles. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, ceux qui font l'investissement aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral, c'est les entreprises. 200 milliards de dollars d'investis dans la filière IA. Ceux qui font la transition énergétique, c'est les États américains. La Californie est en avance. C'est les GAFAM. C'est aussi les GAFAM. Oui, c'est les GAFAM. Donc, voilà, tout ça, Trump ou pas Trump, Kamala Harris ou pas Kamala Harris, ça va continuer. Ouais. Donc ne l'oublions pas en filigrane. Nous, c'est la raison pour laquelle, notamment, dans nos portefeuilles diversifiés, les États-Unis gardent toujours une place de choix et une position surpondérée, comme on dit en jargon. Nicolas ? Disons, pour compléter le scénario, en fait, ça fait 1 an qu'on réfléchit à cette élection américaine et en 1 an, on n'a pas vraiment changé de grille de lecture. Non. Le scénario qui ne serait pas favorable pour les marchés, quelle que soit la couleur, tout bleu ou tout rouge, mais c'est que le Congrès, la présidence et que la Maison-Blanche soient du même camp. Mais sinon, les contre-pouvoirs existent, ils sont nombreux. Dans le cas d'une victoire de Trump, la probabilité d'une vague au Congrès est plus importante que dans le cas d'une victoire Harris d'avoir une vague bleue. La probabilité. C'est vrai. Bon. Après, s'agissant de l'économie, de l'économie qui est susceptible d'impacter les marchés, il y a des points de divergence, le commerce, les tarifs, la politique fiscale. Mais là aussi, baisse d'impôts ou hausse d'impôts, vont-elles passer au Congrès ? Vont-elles passer comme ça ? Mais il y a des différences. Il y a des sujets où, a priori, ils n'ont rien à voir entre Harris et Trump. C'est la relation à l'énergie et à l'énergie renouvelable. La réalité, c'est que les Américains sont pragmatiques. Vous avez vu Biden, sa position, et le développement de l'industrie pétrolière pendant son mandat. À l'inverse, qui va faire l'énergie renouvelable ? Mais vous venez de le dire, les GAFAM. Et donc, en fait, ça déroule. Et comme les besoins sont gigantesques, cette thématique, si elle devait être sanctionnée par l'élection de Trump, serait plutôt une occasion de la regarder positivement que de fuir. Et puis, à l'inverse, il y a des points de convergence. Ils sont tous les deux pour la renaissance manufacturière des États-Unis, ramener les usines, tous les deux pour la haute technologie, pour développer la haute technologie, pour l'indépendance énergétique. Le même discours, peu ou prou, avec des nuances vis-à-vis de la Chine. Donc en fait, l'Amérique, et c'est ça qui fait que vous les surpondérez sûrement, l'Amérique reste une terre qui met en avant la croissance économique et qui s'en donne les moyens, et ça contraste avec les autres zones. Donc c'est unique. Comment vous regardez d'ailleurs aussi de ce point de vue-là, Malik, le repricing qu'on a eu de la part du marché sur les anticipations des rythmes de baisse de taux directeurs, que ce soit pour la Fed, pour la BCE c'est surtout sur la BCE que je m'interroge. Ouais. Et sur le... Que la Fed en fasse moins que ce qu'on imaginait il y a encore 3 semaines ou 1 mois, c'est pas très grave. Moi, ça me... Non. Ça vous choque pas? Ça me choque pas. Par contre, sur la BCE, oui, là, je ne comprends pas le mouvement qu'on a subi sur les taux européens. Je serais plutôt enclin à revenir assez fortement sur les taux européens, sachant que je comprends que la BCE, elle a un problème. C'est la banque centrale de nombre de pays qui ont une trajectoire économique qui est totalement différente. On l'a vu avec les PMI ce matin encore. Oui, on le voit sur l'inflation. Il y a certains pays qui sont à 3, d'autres qui sont à 0. Au niveau de la croissance, vous avez des pays qui sont en récession comme l'Allemagne et éventuellement bientôt la France, et d'autres comme les pays du Sud que vous avez mentionné avec l'Espagne qui croissent à plus de 4%. Donc elle se dit comment je peux naviguer dans ces eaux un peu troubles. D'un côté une inflation qui semble maîtrisée mais qui est élevée dans certains pays, et puis la même chose du côté de la croissance. Mais je pense que la BCE doit continuer à baisser ses taux. Et d'ailleurs je ne m'explique pas pourquoi elle n'a pas fait de 50 BP dès le premier coup comme l'avait fait la Fed, parce qu'elle avait les signaux d'une inflation qui était donc on lui demandait de partir la première et en plus de baisser de 50 BP. Partir la première, et oui.
Ouais. Ben oui, partir la première. Et... Elle est partie la première. Oui, mais timidement, encore une fois. Et aujourd'hui, Lagarde, qui a un discours, je lui dis, la trajectoire, on la connaît, mais c'est l'amplitude qu'on ne connaît pas. Ben oui, mais quand on regarde les chiffres économiques, il y a... Donc 50 BP pour vous en décembre, c'est une discussion qui va monter pour la BCE. Éventuellement, oui. D'accord. Oui. Oui. Et pour la il faut Fed, agir rapidement, quoi. Il ne faut pas attendre. L'inflation, elle est sous contrôle. La BCE avait une inquiétude, c'était la progression des salaires. Les salaires, c'est du pouvoir d'achat, ok, c'est 4%, mais on ne va pas aller plus loin. Compte tenu du ralentissement économique, je vois du mal à avoir une pression salariale supplémentaire. Mais dans les services, on voit de la tension qui persiste. Baisser trop vite, trop fort, ça peut être aussi prendre le risque. Enfin, je fais le discours du banquier central prudent. Mais vous avez le temps. J'entends que ce risque, il peut exister. Après, maintenant, il considère que la balance des risques, il y a un risque, et Villeroy-de-Galhau l'a dit très clairement, le risque de déflation est aussi important que le risque de résurgence de l'inflation. Tout à fait. Donc voilà, je pense que ils sont en train d'en prendre conscience. Ils sont en train d'en prendre conscience et j'espère qu'ils réagiront de manière positive. Et ça peut créer des frictions. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que la Fed aura besoin de baisser autant les taux que ce qu'on imagine encore aujourd'hui? C'est pas évident. La BCE, elle pourrait se permettre d'aller beaucoup plus loin quand la Fed, elle se mettrait peut-être en pause. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le marché du travail américain. Le Job Report du mois dernier a été surprenant. Il a surpris tout le monde, avec plus de 250 000 créations d'emplois, alors que personne ne s'attendait à plus de 200 000. De ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même des frictions sur le marché du travail aux États-Unis, que ce soit au Canada, en Amérique du Nord. Et il serait surprenant de ne pas avoir un marché du travail cette fois-ci qui va dans l'autre sens. Oui, enfin, il y a eu les ouragans, il y a eu tout ça. Non, mais même, il y a on voit, quand on regarde les enquêtes sur les petites entreprises, et qui sont les pourvoyeurs du marché du travail, on voit qu'il y a quand même des inquiétudes aujourd'hui. Ouais. Vincent, sur les banques centrales, Fed et puis BCE, est-ce que le rythme est amené à s'accélérer? Est-ce que la BCE, en décembre, aura les arguments suffisants pour aller peut-être plus vite, plus fort vers le taux neutre au moins? Même des sources commencent à nous dire, la discussion est en train d'évoluer pour savoir s'il ne faudra pas aller en dessous du taux neutre. Plus on attend, plus le risque est peut-être de devoir aller à un moment en dessous du taux neutre. Oui. Alors, par contre, peut-être rapidement la Fed. Je pense que la Fed, aujourd'hui, dans les attentes qui sont plus réalistes, on a quand même l'atterrissage en douceur qui est relativement bien confirmé aux États-Unis. L'incertitude est peut-être liée au présidentiel, à voir si en effet ça donnera lieu à des disruptions. Mais là, il y a plutôt une nécessité d'en faire plutôt moins que plutôt plus. Et on aurait pu se contenter de 25 points base avec la première baisse de taux et pas 50. Mais voilà, c'est fait. S'il ne baisse pas en novembre, on prendra quand même la baisse de septembre de 50 BP, peut-être pour une erreur. Pour le coup, c'est front-loadé, mais peu importe. Bon, le vrai sujet, c'est en effet l'Europe, parce qu'aux États-Unis, finalement, c'est quasi secondaire cette politique monétaire. Quand on voit les conditions de financement dans l'économie réelle, c'est un souci pour personne, semble-t-il. Donc c'est même plutôt un sujet de pouvoir d'achat. Les Américains ont pas mal d'actifs également placés, qui rapportent davantage. En Europe, on n'est plus tributaire du secteur bancaire. On avait des conditions financières qui étaient évidemment pas favorables, qui est un des nombreux freins à l'investissement en Europe. C'est pas le seul, mais c'est un des nombreux freins. C'est un frein également à la consommation. Quand on cherche derrière un peu le malaise européen, et il y a quelque chose qui a surpris les économistes cette année, c'est la faiblesse de la consommation. Et alors qu'on a tous du pouvoir d'achat, les salaires, comme tu le disais Malik, on croit de 4%, l'inflation est en dessous de 2%, donc on a vu l'encours des livrets A, des comptes à terme augmenter de manière générale. Qu'est-ce qui se passe pour les Européens indépendants? Alors la guerre en Ukraine, ça stresse, à quelle sauce fiscale allons-nous être mangés en France et ailleurs, ça stresse aussi, mais il y a surtout que quand on analyse les dépenses des ménages, si je prends l'automobile, l'immobilier, tout ce qui est associé, c'est à peu près 40%, ça pèse 40% de dépenses. Des ménages. Or, on a parlé de l'automobile, les Européens n'achètent plus de voitures. Pour plein de raisons, indépendamment de leur pouvoir d'achat. Ils ne savent pas si la voiture qu'ils achètent aujourd'hui, il ne sera pas moins cher d'ici 6 mois, ou fera pas 100 km de plus, ou ainsi de suite. Ou est-ce qu'ils vont l'utiliser pour rentrer dans une ville ou dans une autre? Voilà, tout moins est compliqué. Oui. Les taux sont élevés. Le secteur immobilier en France, c'est bien le bon endroit pour en parler. Le marché immobilier connaît vraiment une période de vache maigre, c'est une évidence. Les transactions immobilières étaient en baisse, prix immobilier était en baisse, parce que les taux étaient élevés. Donc les taux baissent. On commence à voir dans le dernier Bank Lending Survey une petite la distribution de crédit repart, remontée de demande, notamment pour l'achat immobilier.
Et derrière les maisons, c'est aussi des biens d'achat de biens. Si vous allez après ça, je ne sais pas moi, dans votre magasin Leroy Merlin ou associé, pour bricoler, vous déménager. Enfin, ça suppose plein de ça crée un effet boule de neige vertueux. On pourrait avoir par les taux un peu un effet vertueux, en tout cas déjà sur l'immobilier, qui pourrait quand même un petit peu relancer les choses, qui pourrait quelque part aider un peu l'investissement. Mais l'investissement en Europe, c'est l'industrie. L'industrie, c'est encore une fois beaucoup l'automobile. Et là, la machine est un petit peu grippée. Mais donc, les taux pourraient aider, je pense, sur la consommation, rendre l'épargne moins attractive et encourager cette épargne à trouver au moins son chemin vers le marché immobilier. Donc, est-ce qu'il faut descendre sous le taux neutre ? Actuellement, ça me semble prématuré. L'Europe ralentit. La France est à la peine pour des raisons évidentes, un petit peu d'incertitude budgétaire et certainement de budget qui sera moins favorable dans les prochains mois. L'Allemagne s'auto-inflige finalement son austérité, donc ça ne demande pas pour autant d'avoir des taux qui soient particulièrement bas. Je serais plutôt prudent par rapport à cela. Par contre, la BCE y arrivera évidemment avant toutes les autres. Le débat en dessous, au-dessus, c'est pour plus tard. Il y a un peu de temps pour ça. Je resterai moi à 25 points base par réunion. Je pense que ça me semble pour l'instant en tout cas un bon rythme. Donc vous ne les voyez pas non plus dévier de ce rythme de 25 points de base par réunion ? Actuellement, vu les PMI de ce jour, il n'y a pas de raison de d'accord. Il aurait fallu que ce soit encore pire que les PMI de ce matin, quoi. Parce que c'est pas très bon quand même. Oui, enfin ils étaient stables. Bon, ils sont pas pires que le mois précédent, ok. Voilà, d'accord. Dire ça reste un iota en dessous des 50. Ouais. Nicolas, si vous voulez conclure sur... le malaise européen, si vous voulez. Très bien exposé. Ouais. Après, ce que je note, c'est qu'on entend des commentaires aux extrêmes sur la Banque centrale américaine. Il y a presque autant de gens qui disent il est très important que la Fed n'aille pas trop vite. Oui. Que ceux qui disent, dans des maisons que Vincent connaît bien, qui vont jusqu'à dire les taux courts vont retourner à 2%, voire à 0. C'est le charme partout d'avoir des avis contraires. Sur le plan de l'Europe, la reconstitution du pouvoir d'achat réel, je souscris complètement à ce que tu viens de dire, c'est, à minima, ça va écarter le risque de récession. Donc ça aide le boulot de la Banque centrale plutôt d'aller par étapes. Voire ça peut aller dans un jeu de bascule qu'on connaît depuis la pandémie. On va de la consommation de biens à la consommation de services et d'expériences, lesquels prix d'ailleurs des services et d'expériences ont sacrément monté. Ah si, oui, mais ça n'a pas baissé. Se nourrir, voyager, l'hôtellerie, ça a quand même beaucoup monté. Donc en effet, ça peut rebasculer et ça ferait du bien au PMI manufacturier si on cherche des indicateurs, alors que les PMI services en Europe tiennent. Donc positivement. Oui. Mais restons sur cette note positive, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci beaucoup. Nicolas Brault, Autingue Banque Privée, Malik Hadouk, CPRAM et Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management.